Bonsoir à tous. À la une de ce journal, les échanges commerciaux prennent du plomb dans l'aile. C'est du moins le constat que font des acteurs économiques rencontrant des difficultés à effectuer des transferts financiers internationaux. Ils déplorent la multiplication des tracasseries administratives dans les mécanismes de transfert récemment mis en place par la Banque centrale et les établissements de crédit. Qu'est-ce qui fait problème? Le JICAM a tenu à rencontrer l'Association professionnelle d'établissements de crédit du Cameroun afin de poser le problème. Vous les écouterez en ouverture de ce journal. Et le courant ne passe plus entre Eneo et l'Agence de régulation du secteur de l'électricité. L'ARCEL dénonce le fait que plusieurs consommateurs camerounais étaient privés d'énergie électrique dans le cadre d'une opération menée par Eneo, opération qui présente des points d'ombre selon l'ARCEL. Qu'en est-il réellement? Élément de réponse au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. En plus de la rareté des devises, les mécanismes de transfert des fonds posent problème au secteur privé au Cameroun. Des acteurs économiques s'insurgent contre la multiplication de tracasseries administratives durant les transactions financières, lesquelles en principe devraient faciliter les échanges commerciaux, mais le système bancaire camerounais présente des pesanteurs ayant un impact négatif sur le climat des affaires. C'est du moins le constat que déplore le président du JICAM, Célestin Tawamba, et d'autres acteurs économiques. Ils ont tenu à le faire savoir à l'Association professionnelle des établissements de crédit du Cameroun, l'APECAM, et laquelle association s'est retournée vers la Banque centrale. Explication avec Innocent Abega et Jean-Paul Chouniat. Mise à genoux depuis 13 mois par les effets dévastateurs de la pandémie à coronavirus, les entreprises privées viennent de voir la Banque centrale de la CEMAC leur passer une nouvelle corde autour du cou pour les étrangler dans leurs activités. Nous comprenons ces mesures de contrôle, mais elles doivent se faire en tenant compte de l'activité économique. On ne peut pas admettre qu'en ce moment où on accompagne les entreprises partout dans le monde, qu'on se retrouve dans notre environnement en train de mettre des mesures qui bloquent l'activité économique. Ce n'est pas concevable. La Banque des États de l'Afrique centrale, la BEAC, a bloqué tous les transferts de fonds, pourtant incontournables dans les transactions financières entre les entreprises et leurs fournisseurs. Nous comprenons ces mesures de contrôle, mais elles doivent se faire en tenant compte de l'activité économique. On ne peut pas admettre qu'en ce moment où on accompagne les entreprises partout dans le monde, qu'on se retrouve dans notre environnement en train de mettre des mesures qui bloquent l'activité économique. Le coup de massue de la BEAC, c'est l'augmentation des coûts de ces transferts à un taux de 0,5%. Le patronat camerounais est dans tous ses états pour la brutalité de cette nouvelle réglementation en zone CEMAC. Loin de nous d'accepter des entreprises qui ne respectent pas les règles. Mais on ne peut pas venir dans un contexte comme celui-ci, durcir les mesures justement d'importation. On ne peut pas aujourd'hui concevoir également que l'on augmente les coûts de transfert au moment où on a besoin d'assouplir, de réduire les coûts dans notre économie. Face à une asphyxie qui s'apparente à une mort programmée des entreprises, le JICAM dans l'urgence saisit les banquiers pour voir clair dans cette sentence de la BEAC, jugée suicidaire pour les activités des entreprises. Reconnaissant fonder les plaintes des entrepreneurs camerounais, la PECAM sans solution se déclare incompétente pour régler cette préoccupation légitime des opérateurs économiques camerounais. Il y a certainement des problèmes au niveau de la mise en œuvre de cette réforme qui, il faut le reconnaître, elle est rigide, elle se met en place avec beaucoup de rapidité et donc tous les acteurs n'ont pas pris la mesure. Dans cette situation de vie ou de mort, la PECAM penche pour la création d'un cadre de concertation et de dialogue en vue d'épargner les entreprises de toute éventuelle cessation d'activité. Nous allons continuer à accompagner nos clients et puis à échanger avec la Banque centrale pour que des mesures d'assouplissement, si elles sont possibles, qu'elles soient prises. C'est l'action que nous allons conduire avec le président du JICAM auprès du gouverneur de la Banque centrale pour lui expliquer. Au-delà de cet espoir attendu de la BEAC,
et la Commission bancaire de l'Afrique centrale. Les entreprises foudroyées par la Covid-19 se plaignent aussi des mesures d'accompagnement du gouvernement qui tardent à se concrétiser pour réoxygéner les entreprises en pleine agonie. Du moins les 500 milliards de francs CFA de fonds publics mis à disposition pour soutenir le secteur privé. Le recours à ces milliards reste au bon vouloir des banques commerciales d'en juger nécessaire le besoin ou pas. Dans la complexification de toutes ces démarches réglementaires et procédurières, les entreprises camerounaises sont aujourd'hui à la croisée des chemins, à bout de souffle, entre survie et faillite. S'indigne le mouvement patronal. Je vous le disais en titre, le courant ne passe pas entre Eneo et l'agence de régulation du secteur de l'électricité. Le régulateur dénonce le refus d'Eneo de mettre fin à une opération qui, selon Arcel, viole les droits de certains consommateurs, accusés souvent à tort de fraude et victimes de coupures de leur alimentation en énergie électrique. En clair, l'Arcel somme Eneo de rétablir ses clients lésés et menace de mettre fin ou de suspendre l'opération de lutte contre les pertes non techniques initiée par l'entreprise Eneo. D'autres détails avec Marcelin Gansop. La correspondance, qui est en réalité une sommation servie à Eneo, fait suite à un certain nombre de manquements et de dérives, lesquels ont été constatés à la suite de la mission conjointe Arcel-Eneo, dont le but était de procéder à la vérification contradictoire des installations électriques de certains clients taxés de fraudeurs. Il ressort des investigations menées sur le terrain, le non-respect de l'article 13 du règlement du service de distribution publique d'électricité, lequel définit clairement les actes constitutifs de fraude. Qui plus est, le régulateur a constaté que les opérations de lutte contre les pertes non techniques étaient conduites par des personnes non autorisées, en l'absence des huissiers de justice, experts techniques, officiers de police judiciaire et autres agents assermentés d'Eneo. À ces violations s'ajoute le défaut d'utilisation des compteurs témoins et la suspension de la fourniture d'énergie électrique auprès des clients soupçonnés de fraude. Or, l'article 9.2.4 du règlement de service dispose que tout différend relatif à la régularisation peut être soumis à l'Arcel. Dans ce cas, Eneo ne doit pas interrompre la fourniture de l'énergie électrique tant que la procédure de conciliation auprès du régulateur n'est pas parvenue à son terme. En outre, certains clients alimentés par des points de livraison régulièrement connectés aux appareils de comptage fixés hors de leur domicile ou bureau continuent d'être taxés de fraudeurs, avec pour conséquence l'imputation d'une pénalité en totale violation de l'article 13 du même règlement du service. Le directeur général de l'Arcel regrette à la suite de plusieurs réunions, les responsables d'Eneo aient pris des engagements qu'ils n'ont pas respectés. Le premier concernait l'annulation des factures, dès lors que les fraudes prétendues se sont avérées fausses. Ensuite, la normalisation des lignes parallèles qui ne constituent pas des fraudes et l'annulation subséquente des factures irrelatives. Enfin, l'interdiction de suspendre la fourniture de l'énergie électrique suite à une requête en contestation, sauf cas de danger manifeste sur les personnes et les biens. Tirant les conséquences de ce qu'elle considère comme un acte de défiance, l'agence de régulation du secteur de l'électricité donne 8 jours à Eneo pour exécuter les directives ci-dessus, issues de la concertation tenue en visioconférence le 24 février 2021. Jean-Pascal Kou, le directeur général de l'Arcel, attend également que lui soient tenues les copies des notes d'information irrelatives. Ceci sans préjudice des sanctions pécuniaires et administratives, pouvant aller jusqu'à la suspension des opérations de lutte contre les pertes non techniques. Une mise en demeure musclée que Eneo n'a pas souhaité commenter. Dans le chapitre économie, le trafic des carburants frelatés prend de l'ampleur dans la région du littoral, malgré les initiatives mises en place par la Brigade nationale de lutte contre la fraude des produits pétroliers. Ce fléau continue d'être observé dans les artères de la capitale économique, mais également autour du département de la Sanaga maritime. Des précisions dans ce reportage de Eko Kalobé, Cédric Ding et Nadine Ngwafo. Cet homme ne s'attendait certainement pas à une pareille descente sur ses installations. Comme beaucoup d'autres commerçants qui jonchent les 60 km du tronçon routier Douala-Edea, il opérait dans la vente de carburant de contrebande, même si lui affirme le contraire. Même le café et le restaurant, s'il faudrait que je présente les patanes, je peux les présenter parce que je me suis déjà fait enregistrer à la communauté. Il n'y a pas de cargaison. S'il y a le cargaison, filmez, vous me présentez. Il n'y a pas de cargaison.
Il n'y a pas. Plus d'une centaine de hangars de fortune tomberont sous les coups de tronçonneuses de la Brigade nationale de lutte contre la fraude des produits pétroliers, diligentée par le ministère de l'eau et de l'énergie. Le ministre de l'eau et de l'énergie ayant personnellement constaté qu'il y a une prolifération des points illicites de vente des produits pétroliers le long des axes routiers et dans les rues, a mis en place une brigade mobile d'intervention à l'effet de démanteler tous ces réseaux de trafic illicite de vente des produits pétroliers dans tout le territoire national. Des commerçants qui conservent parfois ces produits hautement inflammables et nocifs dans des maisons d'habitation comme celle-ci, au mépris des risques encourus. Au total, ce sont plus d'une centaine de bidons et fûts remplis de carburant de contrebande qui seront saisis par les éléments de la brigade. Des fruits du commerce clandestin des produits pétroliers qui font perdre des sommes considérables chaque année au circuit des produits réglementés et est souvent à l'origine de drames. N'importe qui ne doit pas venir entrer dans ce secteur. Vous savez, ces produits sont extrêmement dangereux, extrêmement volatiles et ils ne vont pas être manipulés par les mains inexpertes. Vous n'avez qu'à vous souvenir du 27 janvier, la catastrophe de Tchang qui a décimé la vie de 55 Camerounais. Des produits saisis qui prendront des directions différentes selon leur qualité. Le sort, vous le savez, lorsqu'on saisit ces produits, ils sont testés, soumis à une analyse physico-chimique et lorsque la qualité est bonne, ces produits sont vendus aux enchères, aux marketeurs agréés. Lorsque la qualité est moins bonne, c'est-à-dire médiocre, et on peut vendre aux entreprises spécialisées qui utilisent ces produits comme source d'énergie pour les chaudières et autres. Mais si les produits ne sont pas de bonne qualité, bien évidemment, ils sont voués à la destruction. Une opération coup de poing qui compte bien s'étendre dans la durée. Objectif, tordre le cou au commerce du carburant de contrebande. Malgré la controverse autour du vaccin AstraZeneca et l'inquiétude à propos de ses effets secondaires, le gouvernement camerounais ignore les recommandations de certains scientifiques à propos qui appellent à surseoir l'utilisation du vaccin AstraZeneca. Ce lot de vaccins est officiellement annoncé au Cameroun. Le vaccin Johnson & Johnson fait partie également des produits attendus pour circonscrire la pandémie du coronavirus. Des précisions sur les assurances données par le gouvernement, c'est dans ce compte rendu signé Guizogo. Tout en exonérant le gouvernement de tout manquement dans la flambée de Covid-19 actuellement observée au Cameroun, le ministre de la Communication et son homologue de la Santé publique ont vendu l'idée de l'urgence de se faire vacciner contre le Covid-19 lors d'un point de presse à Yaoundé. Le vaccin apparaît de la vie générale comme la réponse la plus incontournable et la plus conséquente pour préserver les vies des populations qui le souhaitent d'en bénéficier. Après l'arrivée d'un premier lot de vaccins chinois, le gouvernement annonce qu'il va malgré tout acquérir le vaccin AstraZeneca à hauteur de 1 752 000 doses, au-delà de la suspicion qui l'entoure. L'arrivée annoncée au Cameroun pour le 17 avril 2021 de la commande du vaccin AstraZeneca de 391 200 doses. Selon le ministre de la Santé publique, le Cameroun va également acquérir le vaccin Johnson & Johnson, tandis que l'Ordre national des médecins du Cameroun a déjà offert un lot du vaccin Sputnik au gouvernement et que d'autres vaccins commandés par des structures privées sont également en voie d'acquisition. Une commande de 4 millions de doses de vaccin Johnson & Johnson a été conclue entre le gouvernement et l'Union africaine. Un don de 1200 doses de vaccin Sputnik a également été fait au Cameroun par l'Ordre national des médecins du Cameroun. D'autres structures privées s'apprêtent également à acquérir des vaccins pour le Cameroun également. Le ministre de la Santé publique qui certifie que le Cameroun recevra des vaccins pour 20% de sa population à risque dévoile par ailleurs les axes du plan de vaccination anti-Covid-19 mis en place par le gouvernement. Le dit plan propose un déploiement graduel de la vaccination en commençant par les personnes les plus exposées ou à risque de formes graves et de décès à la lumière des avis du Conseil scientifique pour les urgences de santé publique et du groupe technique consultatif national pour la vaccination. Reste à voir maintenant l'accueil qui sera réservé par les Camerounais à cette campagne de vaccination anti-Covid-19.
engagé dans le suivi des malades atteints de coronavirus. Des personnels de santé font partie des cibles prioritaires à recevoir ce vaccin. Illustration à l'hôpital gynéco-obstétrique de Yassa à Douala, où les personnels de santé se sont vus administrer le vaccin anti-Covid-19. C'était en présence du ministre de la Santé, Manaouda Malachié, qui a également profité de sa présence à Douala afin d'apprécier la structure, le centre des maladies respiratoires du docteur Tengan, une structure engagée également dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. D'autres détails avec Nadine Yambou. Devant les caméras, la toute première dose du vaccin contre le coronavirus est injectée à Douala. Et c'est le préfet du Vouré, Benjamin Boutou, qui se prête en premier à cet exercice pour, dit-il, montrer l'exemple. Les pouvoirs publics ne peuvent pas nous envoyer un produit qui soit nocif. Moi, je ne pense pas à un pouvoir public qui souhaiterait voir sa population périr. Donc les gens doivent être rassurés que c'est des vaccins qui sont fiables, tels que la société scientifique nous l'a fait savoir. Et c'est ainsi que moi je me suis décidé à prendre ce vaccin. Cette première injection marque ainsi le coup d'envoi de la campagne de vaccination des personnels de santé travaillant dans le suivi des malades de coronavirus. À l'hôpital gynéco-obstétrique de Yassa, les responsables affirment qu'un dispositif de veille sanitaire est mis sur pied pour suivre d'éventuels cas d'effets secondaires qui pourraient surgir. Nous avons naturellement un service d'urgence et tous les malades qui seront pris en charge ici, nous avons à côté les médicaments pour pouvoir prendre les réactions d'allergie qu'ils pourraient avoir. Nous savons que c'est rare, mais par principe de précaution, toutes les mesures ont été prises pour que s'il y a jamais le moindre incident, que le malade soit rapidement pris en charge. Venu à Douala coordonner cette opération de vaccination contre le coronavirus, le ministre de la Santé publique a visité le plateau technique du Centre des maladies respiratoires de Bonanjo. Occasion pour la direction de cette structure hospitalière privée, s'occupant des cas de coronavirus, de se réjouir de ce que le gouvernement reconnaît enfin leur implication dans cette bataille pour éradiquer la pandémie. C'est un vrai honneur et ça montre que quelque part les pouvoirs publics ont reconnu le travail que nous faisons dans le privé et qu'on n'est pas là pour se combattre, mais c'est une synergie entre le secteur public et le secteur privé. J'ai toujours été, depuis que les vaccins sont disponibles, convaincu que c'est la seule et l'unique manière de sortir de cette grosse crise qui touche le monde entier. Dans son calendrier vaccinal, le gouvernement prévoit d'étendre la vaccination dans les prochains jours aux couches vulnérables et le grand public. Mais le défi à relever ici, la réticence des Camerounais face au vaccin. Je me suis vacciné le 12, on est 3-4-5 jours après, je n'ai rien, pas d'effet secondaire, même pas eu mal à la tête ou ne serait-ce qu'une rougeur au point d'impact. Donc en réalité, ce vaccin, il est très bien et j'invite d'ailleurs tout le monde à se faire vacciner, suivant les ordres de priorité établis par le conseil scientifique et le NATAC. À cette dernière étape de sa tournée, le ministre de la Santé publique s'est rendu à l'hôpital La Quintiniche de Douala, où plus de 1800 agents de santé sont ciblés aussi qu'au-delà de ce que nous avons aujourd'hui, durant cette première phase de la vaccination contre le coronavirus. Dans le reste de l'actualité, c'est une arrivée en fanfare à l'université de Ngaoundéré pour le professeur Pascal Charlemagne Msanganyamding, mis à disposition de cette université. Il est arrivé accueilli de façon très chaleureuse par le professeur Nkouzondo et de nombreux étudiants ayant fait le déplacement, une véritable guest star, une scène qui n'a pas du tout plu au recteur de l'université de Ngaoundéré qui a essayé tant bien que mal de renvoyer la foule. Des précisions dans ce reportage signé Kedjara. Une scène qui restera mythique dans l'histoire de l'arrivée du professeur Msanganyamding à l'université de Ngaoundéré. Il ne faut pas donner l'impression qu'on fait le désordre.
Le professeur Oufetchin Gemelo, recteur de la dite université, qui essaye tant bien que mal de disperser la forte mobilisation qui s'est constituée autour de son établissement pour l'arrivée de l'enseignant, membre du comité central du RDPC. Mais est-ce que moi qui ai demandé à venir ici? Non, ils peuvent m'accueillir, toi aussi, ne fais pas ça, camarade. Camarade, ne fais pas ça. Ils ont le droit de m'accueillir. C'est pas qu'ils sont venus m'accueillir. Est-ce qu'il y a un problème là? Le problème de l'État, c'est que je suis en Gaoundéré. S'ensuit un bref échange. Le professeur Mesanga Nyamding tente de calmer le jeu, à sa manière, mais c'est peine perdue. Il remonte dans son véhicule, puis s'en va. Quelques minutes plus tôt, une foule de personnes était réunie autour de lui afin de lui souhaiter la bienvenue au sein de l'université et même dans la localité. Vous avez vu, j'ai craché une larme. Je n'ai rien organisé au départ. Je suis entré à Garoua parce qu'à Garoua, on m'a fait état de ce que 5000 personnes m'attendaient à l'aéroport. Je devais prendre mon vol lundi, j'ai détourné le vol. Je suis venu mercredi dans la nuit. Et j'ai voulu faire la même chose en Gaoundéré, mais regardez tous ces enfants. Et j'ai été touché. Durant le bain de foule, l'homme politique recadre les choses autour de son affectation à polémique. Je vous dis bien acharnement politique d'une haute personnalité, proche du chef de l'État, qui, pour des raisons d'opinion et pour des raisons de débat, dans un cadre de débat politique, qui a décidé effectivement de me punir, de me sanctionner, de me transférer. Or, je voudrais corriger quelque chose. Je ne suis pas affecté. Pour mémoire, c'est le 22 mars dernier que le professeur Pascal Mesanga Nyamding, alors enseignant à l'Institut des Relations Internationales du Cameroun, a été mis à disposition de l'annexe de l'université de Ngaoundéré basée à Garoua, ceci à travers une décision du ministre de l'Enseignement supérieur, Jacques Famendongo. Le Cameroun pourrait s'inspirer de ce modèle d'organisation du secteur des mototaxis au Bénin. Dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, les populations ne se déplacent pas en taxi, c'est plutôt à l'aide des motos appelées ZIM. Ces engins à 2 roues travaillent dans des périmètres bien circonscrits. Chaque périmètre a sa difficulté. La découverte des ZIM au Bénin, c'est avec nos envoyés spéciaux Emmanuel Diop et Aïk Cyril. C'est le principal moyen de transport au Bénin. Les taxis sont tellement rares que l'on a l'impression que pour celui qui ne dispose pas d'un véhicule personnel, il n'a pas d'autre choix que les mototaxis pour se déplacer au Bénin. Vous les appelez mototaxis ou benskin encore de manière prosaïque au Cameroun, mais sachez qu'au Bénin, le nom change. Ici, on parle plutôt de ZIM. Nous allons prendre quelques conducteurs de ZIM, c'est le cas de le dire. Nous sommes dans la commune de Sémékonji, nous sommes à quelques enclavures de la frontière entre le Bénin et le Nigeria. Vous confirmez qu'ici on parle bien de... Ce sont les ZIM, ce ne sont pas les mototaxis comme ça se dit ailleurs. Bon, ici c'est ZIM, appelé taxi moto. Bon, on transporte les hommes, les femmes, les petits. Il n'y a pas de taxi dans la ville pour se déplacer. Beaucoup de gens préfèrent utiliser les ZIM. Les ZIM, oui. Il n'y a pas de taxi dans le village. Donc c'est taxi moto qui amène les gens au bord du goudron pour prendre un véhicule pour aller au ville. Donc vous ne pouvez pas aller travailler du côté de Cotonou, vous êtes organisé, vous travaillez uniquement dans cet espace-ci. Oui, on ne peut pas aller à Cotonou parce qu'on n'a pas les habits de Cotonou. On n'a pas les uniformes de Cotonou. Cotonou est un autre département. Nous sommes dans le département Womé Plateau ici. On porte les chemises bleues. Justement, vous constatez qu'ils ont les uniformes bleus. C'est l'uniforme qui a été adopté ici. Pourquoi le bleu? Oui. Pourquoi le bleu? Parce qu'il y a déjà d'autres couleurs ailleurs. D'autres couleurs ailleurs. Cotonou, par exemple, il y a chemise jaune. Donc, c'est pour distinguer Cotonou et Port-Nouveau. Dites-nous, comment ça, est-ce que c'est votre engin personnel ou bien vous avez un patron pour qui vous travaillez?
Je travaille, c'était un contrat, mais j'ai fini déjà. La moto m'appartient. Donc vous êtes votre propre patron? Oui. Comment vous travaillez par jour? Vous venez le matin, vous rentrez le soir ou bien vous devez vous reposer à midi? Comment votre journée est-elle organisée? Selon moi, mon programme, quand je viens le matin, déjà à 18h, moi je finis et je rentre chez moi. Donc si je n'ai pas d'autres programmes personnels, donc ça fait au lendemain que je sors. La recette, c'est consistant quand même, vous travaillez beaucoup d'argent? Bon, je ne plains pas parce que le temps, tout le monde sait que la crise économique est partout dans le monde maintenant. Mais le peu que je trouve m'aide à satisfaire mes besoins financiers. Vous attendez les clients ou alors vous-même vous allez chercher certains clients? Chez nous ici, on s'est organisé d'une manière et truc là parce qu'on fait le tour. Si les clients viennent là, c'est celui qui est devant là qui part premièrement. Donc ainsi de suite. Donc on attend les clients. Vous constatez donc qu'ils sont suffisamment bien organisés ici à Porto Novo, ou plus précisément dans la commune de Semekonji. Nous allons nous-mêmes prendre un ZIM. Nous allons nous rendre du côté de Cotonou pour voir également comment ils sont organisés là-bas. Si à Semekonji vers Porto Novo, les conducteurs de ZIM sont en bleu, à Cotonou, c'est plutôt le maillot jaune qu'ils abordent. Nous sommes ici en jaune parce que nous, les ZIM de Cotonou, nous sommes un peu différents des ZIM de Semé là-bas. Alors nous sommes ici au carrefour, au lieu dit Garito, c'est bien cela. Est-ce que vous pouvez partir d'ici pour aller travailler ailleurs ou bien vous travaillez juste dans cet espace-ci? Non, on peut quitter ici. En tout cas, le maillot jaune là travaille pour tout le Cotonou. Si je vous prends par exemple pour aller à l'hôtel, je ne sais pas, pour aller au marché, les prix ça varie? Oui, si. Ça dépend de distance, ça dépend de distance que nous avions fait par rapport à ça que nous discutons l'argent. Mais ça paye également, c'est-à-dire qu'à la fin de la soirée, vous avez beaucoup de recettes, non? Oui, si on travaille là, mais en tout cas dans le moment dans lequel nous sommes là, il y a un peu de la sécheresse par rapport à l'argent. Sinon, entre-temps là, si nous travaillons dans la journée comme ça là, de matin jusqu'au soir, on gagne 10 000 ou bien 15 000 comme ça. Mais actuellement là, c'est à peu près 5 000 comme ça qu'on nous gagne dans la journée. Alors on a constaté également que sur le dos, il y a des codes. Alors les numéros que vous avez là, c'est l'immatriculation, ça correspond à quoi les numéros que vous avez? C'est le numéro d'immatriculation du mairie. Ça veut dire que la mairie reconnaître que le numéro là maintenant, si en cas de caisse il y a quelques problèmes qui se posent, si le ZIM fut, si on prend le numéro là, si tu vas à la mairie, on va voir l'intéressé. Par exemple, le numéro là maintenant, la mairie sait que c'est moi qui ai su ce numéro. Si tu me cherches, si tu vas là-bas, là, si tu écris le numéro là à la mairie, la mairie reconnaît que c'est telle personne qui a ce numéro. Donc n'importe où que moi je vais partir là, si tu vas à la mairie, tu gardes le numéro là, tu dois me trouver. Autre particularité pour les conducteurs de ZIM à Cotonou et même dans le Bénin tout entier, ce sont les casques que ces conducteurs-là abordent. Alors, les casques que vous mettez, pourquoi vous mettez ces casques? Le casque là, c'est bon. Même si ce n'est pas à faire d'accident, c'est bon pour protéger nous à cause du soleil, à cause de la pluie. C'est bon pour protéger nous les ZIM quoi. Alors, c'est la mairie qui vous a obligé, qui exige les casques ou bien chacun de manière volontaire a choisi de mettre un casque? C'est l'État qui a dit de porter casque. Forcé, si tu ne portes pas, les policiers vont te arrêter quoi. Mais tout le monde, c'est l'État qui a dit que tout le monde n'a qu'à porter casque. Il y a des pénalités qu'il faut payer lorsque la police vous arrête? Oui, si tu t'attrapes, tu t'as amené ton moto à commissariat, au moins tu vas payer 5 000, 6 000 avant de libérer ta moto quoi. Les taxis sont pratiquement inexistants au Bénin. Les quelques voitures jaunes que l'on rencontre ici coûtent excessivement cher en termes de tarifs
Du coup, les populations se ruent vers les hymnes pour leur déplacement. De Cotonou au Bénin, Emmanuel Diop, Aïk Cyril, Equinox Télévision. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Le ministre de la Santé, de passage à Douala, dans la région du littoral, rassure les populations parce que 3 jours après s'être fait vacciner, il dit aucun effet secondaire sur lui. Ce sont ces propos du ministre Manaouda Malaché afin, vous l'avez dit, de rassurer les Camerounais, mais aussi le personnel de santé qui est prioritaire dans le cadre de cette vaccination anti-Covid-19. Vous avez vu le préfet du Vouri qui s'est prêté à l'exercice, ainsi que les premiers responsables de l'hôpital gynéco-obstétrique de Yassa, l'hôpital La Quintini, qui est un centre également de vaccination contre la pandémie de coronavirus, accordera la priorité à son personnel de santé et d'autres personnels de santé qui veulent bien se faire vacciner et se protéger contre le Covid-19. Le professeur Pascal Charlemagne Messanga Nyamding a rejoint l'annexe de l'université de Ngaoundéré. Nous sommes bel et bien à Garoua. Il va d'abord faire escale, vous l'avez dit, au campus de l'université de Ngaoundéré, dans la région de l'Adamawa. Il a été accueilli en grande fanfare. On a vu le professeur Kouvando qui est venu lui remettre une toge, une mobilisation des étudiants curieux, des fans de ces passages médiatiques sur les antennes d'Equinox ou sur d'autres chaînes de télévision. Et à la surprise, c'est le recteur, madame le recteur de l'université de Ngaoundéré qui est sorti du campus afin de marquer son désaccord vis-à-vis de cette mobilisation autour du professeur Pascal Charlemagne Messanga Nyamding. Il a déclaré à madame le recteur qu'il est un collaborateur du chef de l'État et qu'il a été mis à disposition parce que le chef de l'État l'a bien suivi et qu'il voudrait lui aussi être en osmose à la fois avec les étudiants et ses collègues universitaires. Donc vous voulez dire, Cédric Noufélé, que le recteur de l'université de Ngaoundéré est venu interdire la manifestation parce qu'elle n'était pas déclarée? C'est une façon de voir les choses. Ah, okay. Et cela s'est bien matérialisé à travers son attitude. Justement, madame, monsieur, c'est dans l'essentiel Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Je vous souhaite une bonne soirée, Serge Alain. Rendez-vous lundi 20h. Madame, monsieur, dans un instant, la suite. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, c'est le temps du débrief, toujours en compagnie de Fossine Zodjou, Serge Gauthier Onanina, Emmanuel Formon et le docteur Roger Etoile. Docteur Roger Etoile, le ministre qui est à Douala, il dit comme ça qu'après s'être fait vacciner, on était justement lundi dernier, à mi-journée, aucun effet secondaire jusqu'ici. C'est une réaction normale du corps? 3 jours après, est-ce qu'il faut absolument qu'il y ait des effets secondaires après une vaccination? Bon, je pense qu'il faut déjà saluer j'ai vu M. Onanina parler des gestes qu'il fallait poser, des gestes d'exemplarité. Et c'était tout à fait normal que la personne en charge au cœur de la riposte de Covid lui-même puisse se vacciner devant toutes les caméras. Non, c'était déjà... Combien y a-t-il de personnes au cœur de la riposte? Parce qu'on parle des task force ces jours-ci, on parle de... Il y a combien de personnes? Bon, là, je ne sais pas, mais je sais que c'est... Vous savez que c'est le ministre de la Santé? Je sais, voilà, je le vois qui est au cœur de la riposte. Je ne sais... Je connais pas toute l'organisation. Vous ne connaissez pas la task force? Je n'ai absolument aucune connaissance de l'organisation. Vous ne connaissez pas la task force? Je ne connais pas. Ok, merci. Je ne connais pas. Et donc, on l'a vu se vacciner. Et c'était une bonne chose. On a vu le préfet, on a vu les différents directeurs de l'hôpital La Quintini, le docteur Essomba, le professeur, le directeur de l'hôpital de Yassa. Oui, donc je pense que c'est bien de montrer l'exemple comme ça, parce qu'il y a énormément
théories de conspiration autour de ce vaccin. Et, conspiration, c'est un terme trop fort là, docteur. Oui, je pense qu'il y a beaucoup d'idées préconçues. Oui. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'idées préconçues autour de ce vaccin. Et c'est bien que les autorités sanitaires montrent l'exemple et se vaccinent. Et pour la question des effets indésirables, je pense qu'elles dépendent aussi des individus. Oui. Il y a des individus ça dépend des organismes. Exactement, il y a des individus qui pourront faire des effets, qui pourront avoir des effets indésirables, d'autres non. Donc c'est bien si le ministre n'a pas eu d'effets indésirables. Est-ce que c'est normal qu'il y ait ces effets? Ça peut arriver, ça peut effectivement arriver. On ne devrait pas paniquer s'il y a ces effets secondaires là. On ne devrait pas paniquer parce que en croit à l'interview, j'ai suivi l'interview du directeur de l'hôpital de Yassa qui a dit qu'ils ont mis un protocole en place pour gérer d'éventuels cas d'effets indésirables. Donc je pense que vous êtes une télévision sérieuse. En ce moment, nous avons une pandémie sous les bras. Nous avons à peu près 1000 morts entre les mains. Oui. Ce n'est pas qu'un chiffre. C'est pour ça que quand je vois des gens parfois érupter sur les théories à longueur de journée, je me dis que ce n'est pas qu'un chiffre. 1000 morts, ce sont nos oncles, nos parents, nos papas, nos mamans, des voisins au quartier que nous connaissons, des êtres chers. Il y a des couples, des familles entières qui sont décimées par cette pandémie. C'est très douloureux. Un mort reste un mort. Et moi, si j'avais le choix entre vacciner ces 1000 personnes qui sont décédées pour leur donner une chance de survie et les laisser partir comme ça, je n'aurais pas hésité une seule seconde. Je pense que nous sommes à un moment critique de la gestion de cette pandémie. Il faut avoir un discours de responsabilité pour éduquer. Nous sommes une chaîne, Equinox est une chaîne d'éducation du peuple et non d'abrutissement du peuple. Il faut leur donner l'information juste pour qu'elles puissent se prendre. Voilà, exactement. C'est le débat contradictoire. Nous ne sommes pas là pour l'uniformisation de la pensée. Oui, mais il y a des termes, la politique peut... Non, je dis la politique peut avoir des débats, mais il faut faire attention sur des questions de santé. On ne débat pas sur tout. C'est-à-dire qu'on ne on ne va pas inventer le fil à couper de beurre. Ça se fait sur toutes les chaînes. C'est news tous les jours, à longueur de journée. C'est les politiques, c'est les hommes de science. Vous pouvez vérifier. Et demain, Morandini, il en fait tous les jours les débats sur Covid-19. Vous pouvez vérifier demain. Tout le monde, les politiques, les hommes de science. Oui, j'ai même failli dire docteur Fomo. Emmanuel Fomo, le ministre qui fait une sortie, il dit que jusque-là, aucun effet secondaire. Qu'est-ce qu'il faut encore pour rassurer les populations? Tout d'abord, quand j'écoute le docteur Etoa, j'ai l'impression qu'au-delà de l'analyse objective qu'il faut, il a un peu de soutien à sa hiérarchie. Parce que moi, quand le ministre dit qu'il n'a aucun effet secondaire, ce vaccin, le gouvernement doit faire prévaloir 2 maîtres mots, la transparence et la pédagogie. Sans ça, on ne pourra pas réussir à vacciner la population. Voyez-vous, l'Afrique du Sud vient de suspendre le vaccin Johnson & Johnson. C'est pas parce qu'ils n'ont pas confiance au vaccin. Il y a eu des patients qui ont eu des caillots de sang. Il y a eu une apparition des caillots sanguins. Et donc, ce n'est pas en vouloir au gouvernement, aux autorités sanitaires, que de dire qu'il faut faire le nécessaire, il faut une démarche qui est cohérente. On a reçu un vaccin, 24 heures après, on administre aux populations. On n'en sait rien sur le... On n'a même pas fait 24 heures. Hein. Voilà. Le protocole, on n'en sait rien du tout. Les effets secondaires, d'ailleurs, parfois, il y a même des effets secondaires à long terme. Parce qu'on parle seulement le ministre peut ne pas avoir des effets secondaires dans 3 jours et 6 mois après, on peut avoir des effets secondaires. C'est tout ça qui nécessite une analyse approfondie et scientifique pour pouvoir déterminer l'efficacité et toute l'assurance que donne un vaccin. Donc moi, je pense que ici, nous avons, n'est-ce pas, l'expertise nécessaire, mais je pose toujours la question de savoir pourquoi on se lance comme ça. On navigue à vue, on lance une campagne de vaccination, on veut que tout le monde se vaccine. Le ministre a fait savoir qu'il n'avait pas
d'effets secondaires. Et moi, je crois même que le président de la République est celui qui a le bon profil. Il aurait pu commencer parce qu'il est justement une personne très âgée. On sait que le vaccin... J'allais justement poser cette question. Oui, on a priorisé les personnes les plus âgées, les patients, les gens qui ont des comorbidités. Donc le président de la République avait effectivement le profil nécessaire pour démontrer... Est-ce qu'il se fait tard? On aurait dû commencer par là, il n'est pas tard. Donc il revient au gouvernement de réagir. Et même le Premier ministre qui a réceptionné les vaccins, je ne pense pas que... Non, le Premier ministre a dit qu'à tout moment, il est prêt à prendre sa dose. Et j'avais posé la question à Dr Etoa tantôt de savoir s'il accordait du crédit au protocole de Monseigneur Cléda. Oui, il va répondre d'abord. On va d'abord écouter Serge Gauthier d'abord sur cette sortie, cette autre sortie qui se veut rassurante du ministre de la Santé publique, 3 jours après s'être fait vacciner, aucun effet secondaire. Mais je sais aussi, je vous vois, je sais que vous avez envie de répondre à Dr Etoa sur les politiques qui se mêlent des questions scientifiques. Alors, commencez d'abord par le débrief. Alors, j'ai envie de dire que M. Emmanuel Fomon me tend une perche incroyable. Parce que j'avais l'idée, et je la complète juste, ou bien j'abonde dans son sens en disant les effets secondaires peuvent être immédiats ou à moyen terme. Sans être médecin, tout le monde peut avoir lu ça sur une notice. Ah, vous lisez, hein, comme nous lisons, le docteur et toi. Nous lisons, quand vous achetez un remède, même quand le médecin vous prescrit, obligé de passer par un laboratoire. Il vous dit quand même, le médecin vous dit tout, vous lisez, il vous dit prenez, et quand vous allez à la bipolaire, non? Non. Alors, donc il y a cela. Première des choses. Deuxième des choses que je retiens, c'est que ça c'est pour le vaccin chinois, qui lui-même n'a fait l'objet d'aucune analyse. Donc nous sommes dans ce qu'on appelle la méthode par tâtonnement. Oh, je me suis vacciné, je n'ai pas d'effet secondaire, c'est bon, tâtonnement. Rien de scientifique. 4 mois plus tard ou 1 mois plus tard, tout le monde qui a pris ça tombe. Ah, donc ça tuait? Ou ça faisait ceci? Non, on ne va pas faire peur aux Camerounais. Je ne fais pas peur, c'est ça aussi la responsabilité. Vous voyez Serge Alain. Serge Alain, la responsabilité dont il parlait, c'est la capacité à accepter, la contradiction, à ne pas consommer sans modération la pensée unique. Dans les autres pays, vous regardez les chaînes françaises et ailleurs, je suis sur terre, jusqu'à ce qu'on me démontre qu'au Cameroun, il n'y a pas la démocratie. J'ai le droit de penser différemment, y compris en public. Encore que je suis un homme politique. Et puisqu'on parle de politique, le politique a une vision pour le bonheur global de la société. Il utilise les technocrates que vous êtes. Si le technocrate n'est pas convaincant, le politique ne l'utilise pas. Vous voyez, partout dans le monde entier, les médecins se prononcent et les politiques également donnent leur avis parce que c'est eux qui ont la décision définitive. Et nous sommes des opposants pour faire ce qu'on appelle la veille. On fait la veille politique de ce qui va se décider parce que ce sont nos compatriotes. On ne le fait pas parce qu'on veut juste aller au pouvoir. Car le pouvoir, il n'y a aucun enjeu électoral maintenant. Les enjeux électoraux en 2024 pour les sénatoriales et en 2025 pour les autres. Donc je n'ai pas un poste à gagner là, je ne cherche rien. Il faut que vous compreniez ça. Parce que lorsque un de mes proches aura un effet secondaire, il peut arriver qu'on le néglige. Où est-ce que je vais me plaindre en dehors d'un plateau de télévision? Puisque même si j'ai les moyens... Donc le plateau de télé, c'est l'hôpital? Je voudrais vous dire, je vous explique. Oui, Serge Alain. Parce que même si j'ai les moyens pour soutenir 2 personnes et qu'ils sont 15, je prends les moyens où? C'est pour ça qu'il faut que je sois prudent. Parce que la question n'est pas une question d'une personne, c'est une question de plusieurs personnes. Ça, c'est ce que je voulais vous dire. Je voulais également vous dire que, concernant Johnson... Oui, Johnson & Johnson. On a fait pour le vaccin chinois. C'est 200 000 doses. Quand on va faire pour le vaccin Johnson & Johnson, Sputnik et autres, il va falloir qu'on fasse pareil. C'est-à-dire qu'on commence déjà à prêter, puisqu'on est débat sur le vaccin chinois, la contre-analyse. On dit que ça vient dans quelques semaines. On aurait déjà dû nous dire que, en attendant que ça vienne, on est en train d'analyser, de faire des travaux dessus, des conclusions dessus, parce qu'ici, on a navigué à vue. Oui, permettez à Fautine de dire un mot sur la sortie du ministre de la Santé publique. La sortie du ministre de la Santé publique ressemble, ou du moins c'est le prototype même. Bref,
c'est comme ça que les choses se gèrent chez nous. Ça dit que on ne questionne jamais le fond. On dit j'ai traversé le pont, donc aller traverser, ça va pas se casser. Comme j'ai traversé, ça va pas se casser. Même les grumiers peuvent passer. Puisque moi, ça s'est pas cassé, donc ça va pas se casser. On n'a plus besoin d'ingénieurs pour regarder si le pont est solide. Ça, c'est plus important, puisque j'ai traversé 3 jours. Il y a des effets secondaires qui peuvent attendre 15 ans. Les gens ne savent pas. Pourquoi est-ce qu'on teste un vaccin pendant 10 ans? C'est parce qu'on sait qu'on peut te vacciner en 2021. Ce n'est qu'en 2029 que ça commence à agir sur toi. Aujourd'hui, vous voyez la propagation des maladies telles que les cancers. On vous dit que c'est l'ensemble de ce que nous consommons. Mais on ne consomme pas le lundi et le cancer arrive le vendredi. Okay. Ça prend du temps. Ok, merci. Madame, monsieur, nous prenons tout de suite la direction de Garoua où nous attend le professeur Pascal Charlemagne Messanganyamding. Bonsoir, prof. Oui, bonsoir, chers Alain Outou, et bonsoir à tous vos fidèles téléspectateurs. Voilà, professeur, vous êtes à Garoua, c'est bien cela? Oui, j'ai dû quitter Ngaoundéré dans la précipitation. Dites-nous d'abord, qu'est-ce qui s'est passé? Comment comprendre cette scène surréaliste avec le recteur de l'université de Ngaoundéré? Qu'est-ce qui peut justifier cela? Vous l'avez même appelé camarade, vous avez dit camarade, ne faites pas ça. C'est votre camarade? Oui, madame la recteure, à qui je voudrais adresser toute ma solidarité militante, parce que c'est une camarade du parti. Et c'est comme ça qu'on traite un autre camarade? Oh, ben vous savez, je voudrais tout de suite vous dire d'entrée de jeu pour les téléspectateurs que, comme vous le savez, en violation des textes en rigueur qui encadrent le personnel du ministère de l'Enseignement supérieur, une personnalité proche du chef de l'État, le ministre d'État Ferdinand Gongo, a estimé que je n'étais plus digne d'être chef de département. Avec toute la pression et toute la haine qui s'imposait, j'ai été limogé comme un chien au poste de chef de département à l'IRIC. Je me suis dit, bon, là encore, c'est discrétionnaire. Mais contre toute violation des lois qui encadrent le fonctionnement de l'université, j'ai été mis à disposition, je dis bien mis à disposition, et non affecté à l'annexe de l'université de Ngaoundéré à Garoua. Alors, vous savez, je suis un républicain, je suis un légaliste. Le ministre de l'Enseignement supérieur étant un ami, quelqu'un qui est plus qu'un père pour moi, je lui ai dit, je ne peux pas me retourner contre les décisions d'une autorité. J'ai donc pris l'avion qui était prévu mercredi. Le billet d'avion m'a été offert par les populations de Garoua, à qui je voudrais dire merci, notamment à M. Guibaï Gastana, qui m'a transmis le fameux billet. Je devais prendre l'avion lundi. Les autorités m'ont fait état de ce que environ 5000 personnes m'attendaient à l'aéroport de Garoua et que ça pouvait poser un problème d'ordre public. Trouble à l'ordre public étant très attaché. Oui. Alors, en accord avec certaines autorités, étant moi-même militant du RDPC, je soutiens ce régime, j'ai pris un avion de nuit. Un avion qui devait partir lundi à 14h et qui pouvait repartir mercredi. J'ai dû prendre un avion qui est arrivé discrètement à Garoua à 20h. J'ai été accueilli par une centaine de personnes et je leur ai demandé comment je fais. On m'a dit d'attendre et de descendre en Ngaoundéré prendre service. Je vous assure, monsieur Serge Alain Outou. Oui, professeur, qu'est-ce qui, de votre point de vue, explique toute cette sympathie autour de vous? Comment vous expliquez ça? C'est l'injustice qui règne au Cameroun. Le président de la République a des collaborateurs qui ne mesurent pas qu'ils sont au bord de l'implosion et peuvent entretenir une révolte que les Camerounais ne peuvent plus comprendre. Il a fallu que je vienne à Garoua pour prendre conscience de cela. Vous savez, nous battons campagne pour le président, mais lorsque nous terminons nos campagnes,
des fonctionnaires sans envergure politique, sans état de service militant, prennent le dessus et parfois font n'importe quoi. Et je voudrais vous dire que je suis de plus en plus convaincu. Au regard de l'accueil qui m'a été réservé à Garoua, j'ai été reçu par des Lamido, j'ai été reçu par des hommes politiques du RDPC et de l'opposition, notamment Kouvondor. J'ai compris beaucoup de choses. Je vous assure, M. Serge Alain Autou, si nous ne faisons pas attention, le Cameroun risque de connaître une révolte à nul autre pareil qui dépassera celle qu'on a connue en Tunisie. Ces gens ont des postes, mais je crois que dans leur bulle, comme je peux le dire, où on peut constater que dans leur climatisation, et parce que ces gens bénéficient abusivement du décret du président de la République, je suis convaincu qu'au regard de ce que j'ai vu à Garoua, au regard de ce que j'ai vu en Ngaoundéré, qu'ils ne mesurent même pas jusqu'à quel point le Cameroun est au bord de l'implosion. Spontanément arrivé en Ngaoundéré, où je n'ai invité personne à venir m'accueillir, j'ai vu toute la population sortir. Et je voudrais d'ailleurs vous le dire. Merci. Pour ma camarade, la camarade, Madame le recteur, elle n'y est pour rien. Elle était dans son bureau lorsqu'on lui a dit qu'il y a environ 2000 personnes qui sont en train d'accueillir un pauvre petit professeur qui venait prendre tout simplement service parce qu'il est un légaliste républicain. Et j'ai dû demander, me mettre à genoux pour dire à ces populations de grâce, arrêtez cette affaire parce que ça peut devenir incontrôlable. Je me suis retrouvé, on m'a caché dans une pièce, dans un couloir, où il faisait à peu près 48 degrés, et j'ai accepté le faire parce que je ne voulais pas voir ce qui se préparait. Professeur, une dernière question avant de vous libérer. Professeur, vous avez dit déclarer en Ngaoundéré aujourd'hui, vous avez déclaré en Ngaoundéré que le président de la République sait que vous êtes en Ngaoundéré. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par là? Il faut comprendre que lorsque un collaborateur proche du chef de l'État, ministre d'État, secrétaire général, la présidente de la République, demande qu'on me limoge et qu'on me sorte de Yaoundé pour me déporter au nord, je suppose que le président de la République est au courant. Écoutez, ce que je vis là, c'est quoi? C'est une déportation, c'est une persécution. Elle est très violente. On n'a jamais vu ça. Vous savez, aujourd'hui, c'est M. Sanganyamding, demain, ce sera quelqu'un d'autre. Vous croyez que depuis 30 ans, que je soutiens le chef de l'État, je croyais que 30 ans après, c'est ici qu'on devait me déporter aussi sauvagement et de manière violente? Vous croyez que ça va continuer comme ça? Moi, je voudrais tout simplement vous dire que les Camerounais au nord ont compris qu'on ne peut pas continuer dans l'injustice. Ils m'ont porté, ils m'ont accueilli. Je voudrais leur dire ceci en fulbe. Osoko Djour, Osoko, Bingel Bede. Ok. Ebo, Garo, Gaoundéré, Miwari Hadokam, Winkami, voilà problème de Godogarwa Gaoundéré, Mivima Fou, Osoko Djour. Donc, Osoko, on a compris Osoko, merci. Et je voudrais saisir l'opportunité que vous me demandez pour dire à tous les étudiants, à tous les Camerounais, de s'abstenir de faire des manifestations ou de contester l'ordre gouvernemental tel que certains sont en train de le préparer. Nous sommes dans la République. Je pense qu'il faut continuer à se battre avec les idées et ce n'est qu'à ce rythme que nous allons peut-être changer positivement les choses. Merci, professeur. On va vous donner le temps de vous reposer. Vous êtes à Garoua. Je sais que le président sait que vous êtes déjà à Garoua aussi. Hein. Voilà. Il sait que vous êtes à Ngaoundéré, vous l'avez dit. Il sait que vous êtes déjà à Garoua. Oui, je voudrais vous dire que j'ai dû quitter Ngaoundéré de manière négociée parce que si je ne partais pas de Ngaoundéré tout à l'heure à 16h, alors que j'avais déjà réservé un appartement, il y aurait eu des émeutes. Je suis discrètement sorti de Ngaoundéré et on m'a demandé de manière négociée de rentrer à Garoua. Mais comment je vais donc pouvoir faire des cours ici lorsque je sors
je fais 100 mètres en Ngaoundéré, il y a 300 personnes. À Garoua, je suis caché dans une petite pièce où on m'a dit de ne pas sortir, de peur que les populations me retrouvent et se mettent à crier et à chanter. Merci. Voilà donc des gens qui, au plus haut niveau de l'État, provoquent l'insécurité. Et demain, ils diront que c'est M. Sanga Nyamdjing qui a préparé quelque chose. Mais j'ai pris conscience d'une chose. Plus que jamais, je prends la tête d'un mouvement de rénovateurs au sein du RDPC qui ne s'arrêtera même plus au niveau du RDPC, mais qui ira au-delà pour que de telles injustices ne se reproduisent pas au Cameroun. Merci professeur, merci pour la primaire de cette information. Bon séjour à Garoua. Voilà, sur ce que vous avez vu par rapport à la sortie du recteur de l'université de Ngaoundéré, à l'arrivée du professeur Pascal Charlemagne Moussanga Nyamdjing, Serge Gauthier Onanina. En avait-elle besoin? C'est pour ça que je suis un peu retourné, je suis scandalisé, surpris. C'est-à-dire que vous allez prendre service dans votre milieu professionnel. Avant d'arriver à l'annexe, voilà. Vous passez quand même par le rectorat, je sais pas moi, l'établissement principal. Oui. Vos collègues vous accueillent. Les étudiants qui ont une sympathie pour la réputation que vous avez vous accueillent. Ce ne sont pas des personnes étrangères à l'établissement qui vous accueillent. Ce sont des étudiants. Des étudiants et vos collègues. Et le responsable de l'établissement en question estime que c'est un problème. C'est-à-dire que vous devez, dans votre établissement, dans votre domaine de compétences et professionnels, passer incognito parce que ça ne plaît pas aux responsables. Que fera-t-il lorsque dans la salle de cours, dans l'amphithéâtre, que fera-t-elle donc? Lorsque, pendant que le professeur Moussanga Nyamdjing sera en train d'enseigner sa science politique qu'il connaît, il va subir un envahissement comme ce fut le cas du professeur Mendozi qui était mon enseignant, qui lorsqu'il enseignait, les enseignants de la fac science venaient par curiosité écouter les enseignements. Que fera-t-elle? Elle va arrêter les enseignements, exclure les étudiants, ainsi de suite. Non, je pense qu'il fallait savamment et intelligemment laisser les choses couler d'elles-mêmes. Il vaut mieux parfois laisser une certaine sympathie se répandre et puis se dissoudre d'elle-même. S'estomper, que de venir créer la révolte. Parce que là, tous qui sont partis avec un mécontentement, une frustration qui est devenue un mécontentement. Et chacun attend la petite occasion dans un commerce, dans un taxi, dans un supermarché, pour avoir le courage accidentel lorsqu'il en a l'opportunité de lui rappeler ça. Et elle va donc se surprendre à se dire, est-ce à moi, professeur ou recteur, qu'on le dit ou qu'on le fait? Il faut toujours se poser cette bonne question lorsqu'on pose des actes de ce genre. Quand on frustre non seulement un individu, ça peut être seul, il est supportable, mais lorsque ça devient une foule, parce que tous les dirigeants, et ça concerne le vaccin, ne sont que ce qu'ils sont parce qu'il y a de la foule. C'est parce qu'il y a le peuple autour de cela. On est recteur d'université que parce qu'il y a des étudiants. Et c'est important de le dire. On ne peut pas continuer. Ce n'était pas une manifestation à caractère politique. Pour qu'on dise qu'il y a une politisation. Et c'est donc même là l'autre danger. C'est Alain Outoupou, j'ai par là où je vais sortir. Involontairement, il vient de politiser l'université de Ngaoundéré et de Garoua. Elle ou il? Toute l'équipe qui a été allouée. Je considère que si c'est le recteur, il y a une équipe autour d'elle qui a pris la décision. C'est elle qui assume au niveau de Ngaoundéré, mais je considère qu'elle n'est pas la seule. Donc voilà une politisation gratuite et inutile, tout simplement. Ok. Emmanuel Fomon? Oui, à voir les images, je trouve que c'est scandaleux. On ne peut pas contrôler l'euphorie des populations, on ne peut pas interdire à des étudiants, à des collègues d'accueillir. Surtout qu'il arrive à l'université même, avant d'aller à l'annexe qui est à Garoua. Oui, je crois que c'est des erreurs vraiment incalculables. Moi, je crois que ça... Et puis, finalement, c'est l'effet revers. Parce que on aurait pu éviter ce chapitre-là, qui n'honore pas l'institution universitaire, ni la démocratie elle-même. Pourquoi est-ce que le professeur Moussanga ne serait pas accueilli dans le nouvel établissement où il est affecté? Simplement parce qu'on craint qu'il ait une certaine popularité. Il est populaire, c'est déjà un fait. Moi, je crois que des actes comme ce pareil ne viendront pas remettre en cause la popularité qu'il a déjà acquise jusqu'ici. Okay.
Docteur, toi d'abord. Bon, honnêtement, je n'ai vu qu'un bout de vidéo. Donc, il est extrêmement difficile de me prononcer sur le contexte. C'est un personnage médiatique connu qui vient d'arriver à Garoua, dont je lui souhaite un très bon séjour dans cette ville. Non. Voilà. Focine Zodou, votre lecture. Vous savez, réservez ça pour la fin, allez-y. On vous écoute. Vous savez, ce pays n'aime pas la foule. La foule est réservée pour le chef de l'État. Ce pays est agoraphobe. La foule est réservée pour une seule personne, Paul Biya. Tant que la population ne sort pas pour accueillir Paul Biya, il y a problème. Et moi, je pense que le professeur Messanga Nyamdi tire lui-même des leçons parce qu'il s'était réjoui plusieurs fois lorsqu'on a arrêté et emprisonné les manifestants du MRSC. Il avait posé la question sur ce plateau. Je me rappelle un débat où j'étais avec lui, ce que les gens faisaient dans la rue. Et j'espère qu'aujourd'hui, il essaie de comprendre que parfois le professeur Kamto ou d'autres personnalités de ce pays drainent des foules malgré elles. Parce que lorsque vous êtes un homme public et que vous avez un discours qui peut satisfaire la conscience, la volonté de la population, il est fort évident que c'est cette population vous voit, qu'elle vous suive. Maintenant, si les gens se retrouvent parfois en prison dans des commissariats ou muselés juste parce qu'une foule a marché derrière eux, je pense qu'au moins c'est la prochaine fois qu'il passera sur ce plateau, il dira aux Camerounais que ce pays n'aime pas la foule, si ce n'est la foule de Paul Biya. Ok, merci docteur Toi. Une fois de plus, c'est que vous répondez toujours présent la prochaine fois. Merci. Oui, rapidement. Je voulais juste te dire que je suis pour le vaccin, mais à la condition qu'on l'a dit. Il faut bien être clair. Oui, rapidement. À la condition, comme l'a dit M. Emmanuel Fomo, qu'il y ait des analyses claires dessus et rendues publiques qui vont davantage... Merci Serge Gauthier, merci Emmanuel Fomo, merci à vous Focine Zodou. Madame, Messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette édition. Rendez-vous demain pour la dernière de la semaine. Bonsoir, professeur Pascal Charlemagne Messanga Nyamdi.